Ma copine m'a dit, règle mes dettes ou je te quitte. Je l'ai laissé partir. Et j'ai veillé à ce que la seule personne qui signe des chèques soit elle. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. On a remarqué que la chaîne perd un peu en traction, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et ça nous aide à continuer de vous offrir du contenu génial. Votre soutien signifie énormément pour nous. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci infiniment, maintenant lançons la vidéo. Salut les gars, je n'étais pas sûr de devoir poster ça, mais honnêtement, ça me pèse dans la tête depuis un moment. L'écrire me semble la bonne chose à faire. Peut-être que si quelqu'un traverse quelque chose de similaire, ça lui servira d'avertissement avant de perdre autant de temps que moi. J'ai 31 ans, je conduis des engins de chantier pour gagner ma vie, bulldozer, chargeuse, grue, ce genre de choses. Le travail est stable, bien payé, ça me garde actif, pas besoin de rester assis derrière un bureau. J'ai gardé la vie simple, j'ai mon propre logement, mon camion est payé, un abonnement à la salle de sport, un petit cercle d'amis proches. J'économise, j'investis un peu, j'aime avoir un filet de sécurité. Peut-être que certains trouvent ça ennuyeux, mais moi je dors bien la nuit. Il y a 2 ans, j'ai rencontré Eleanor, 28 ans, elle travaillait à temps partiel comme assistante dentaire. Elle avait une grande personnalité, toujours en train de parler, toujours en train d'inventer de nouveaux projets. Au début, c'était amusant. Après de longues journées passées autour de machines et debout, rentrer chez moi et retrouver quelqu'un d'enthousiaste, ça créait un bon équilibre. On a commencé doucement, randonnée le week-end, soirée cinéma, cuisine ensemble. Elle adorait prendre des photos de chaque plat qu'on préparait. Rien de spécial. Après 6 mois, elle a commencé à laisser des affaires chez moi, des sweatshirts, du maquillage, des chaussures en plus, puis elle a proposé d'emménager. Elle disait que ce serait pratique, moins cher pour elle et que ça avait du sens, puisqu'on passait presque toutes les nuits ensemble de toute façon. J'y ai réfléchi. J'avais un appartement avec 2 chambres, beaucoup d'espace. Je n'avais pas de problème d'argent, et honnêtement, j'aimais avoir quelqu'un à mes côtés après mes longues journées. Alors j'ai dit oui, mais on a d'abord parlé d'argent. Je paierais le loyer et les grosses factures puisque je gagnais plus, elle s'occuperait des courses et des charges. Ça me semblait équitable. Au début, ça a bien marché pendant environ 2 mois. Tout était fluide, elle faisait les courses, payait l'électricité et Internet, je m'occupais du reste. Puis des petites choses ont commencé à changer. Elle me demandait de faire les courses en rentrant du travail parce qu'elle avait eu une journée difficile. Je comprends, on a tous des journées dures, et je n'allais pas chipoter. Mais c'est devenu une habitude. Ensuite, les factures étaient un peu trop élevées ce mois-là. Devinez qui les a payées. En même temps, elle sortait plus, journée au spa, brunch avec ses amis, virée shopping, je voyais tout ça sur son Instagram. Ce n'était pas subtil. Je ne voulais pas me disputer pour ça. Je me suis dit qu'elle allait rééquilibrer le mois suivant. Mais ensuite sont venues les remarques. Des choses comme, pourquoi tu économises autant? La vie est trop courte pour juste garder de l'argent de côté, ou, tu devrais te faire plaisir plus souvent, ton compte bancaire ne va pas te faire de câlin la nuit. Au début, j'ai laissé passer. Chacun voit l'argent différemment, non? Mais quand ces phrases revenaient sans cesse, j'ai compris son état d'esprit. Ce que je gagnais ne m'appartenait plus vraiment. Elle a commencé à agir comme si c'était notre argent commun, alors qu'on sortait seulement ensemble. À cette époque, Eleanor lançait des petites phrases qui restaient dans ma tête. Un soir après le dîner, on était sur le canapé, et elle a évoqué ses dettes de carte de crédit. C'était dit de manière décontractée, mais je sentais où elle voulait en venir. Elle a dit, tu sais, c'est tellement dur pour les femmes d'économiser de nos jours, l'écart de salaire est réel. Parfois, je me dis que j'aimerais avoir quelqu'un pour m'aider à m'en sortir. Je n'ai rien dit. Elle m'a regardé du coin de l'œil, tu es tellement un pourvoyeur, bébé, si on était vraiment sérieux, tu voudrais que je sois sans dette, non? Je l'ai regardé et j'ai répondu un truc du genre, eh bien, ça fait juste quelques mois qu'on vit ensemble, écoute, je suis toujours prêt à partager ce qui a du sens et à respecter nos accords, mais je pense que c'est plus intelligent pour nous deux de gérer nos dettes séparément. Elle a rigolé, mais j'ai vu passer quelque chose dans son regard. Et ce n'est pas resté là. La semaine suivante, on conduisait pour aller dîner et on est passé devant un nouveau F-150 garé devant une concession. Elle l'a fixé, puis a regardé mon camion et a dit, tu sais, ton camion est tellement beau, je conduis encore cette vieille Civic. Parfois,
je suis gêné quand mes amis nous voient arriver. J'ai haussé les épaules et dit, cette Civic roule bien, non? Et elle est payée. Elle a soupiré bruyamment, ouais, mais les copains de mes amis leur achètent des voitures. Toi, t'es tellement prudent avec ton argent, bébé. La vie est trop courte pour thésauriser. Plus tard, j'ai commencé à voir arriver des colis Amazon à mon nom, mais avec son prénom. J'ai demandé une fois, elle a répondu, oh, je pensais que c'était bon, puisqu'on vit ensemble maintenant. Tu peux te le permettre. Encore un de ces moments où j'aurais dû poser des limites plus fermes. Mais après 12 heures de boulot, tu veux juste la paix, pas une dispute sur du shampoing ou des masques pour le visage. J'ai changé mon mot de passe Amazon après ça. Mais à l'époque, je ne pensais pas qu'elle irait plus loin. J'avoue que j'aurais dû poser des limites plus strictes tout de suite. Mais quand tu bosses dur toute la journée, parfois tu veux juste rentrer dans un endroit calme. Pas un champ de bataille. J'ai pensé qu'avec un peu de patience, les choses se rééquilibreraient. Quand les fêtes sont arrivées, Eleanor ne payait plus rien. Les courses étaient pour moi, les charges aussi. Je l'ai même surprise à oublier de me rembourser via Venmo pour des trucs qu'on avait convenu de partager. Pendant ce temps, elle postait à propos de son nouveau sac à main et parlait d'un voyage qu'elle voulait faire avec ses copines. Et le truc, c'est que je l'aimais bien. Je n'essayais pas de tout compter. Mais voir quelqu'un profiter de ce que tu as construit avec ton propre travail, ça crée une forme particulière de rancune, silencieuse mais pesante. Parfois, il faut un grand moment pour vraiment voir qui est une personne. Ce moment est venu après que j'ai reçu une belle prime au travail. On avait terminé un gros chantier commercial, défrichage, nivellement, transport, tout le package. J'avais bossé dur, 6 jours par semaine, parfois 7 quand le délai devenait serré. J'ai gagné cette prime, chaque centime. Après impôt, elle faisait un peu plus de 6 000 $. J'étais ravi. Je ne suis pas un mec tape à accent grave-l'œil, je ne comptais pas tout claquer. J'avais une petite liste dans ma tête, enfin remplacer ma vieille télé, améliorer ma chaise de bureau parce que mon dos me tuait, et mettre le reste de côté en épargne. Simple, intelligent. Un soir, on dînait, du poulet grillé avec du riz, et j'ai dit tranquillement, avec un sourire, j'ai eu ma prime aujourd'hui. Eleanor s'est figée la bouche pleine, combien, a-t-elle demandé. Je lui ai dit. J'aurais dû me taire. Elle a posé sa fourchette très lentement, attends, genre après les impôts. Tu es sûr que c'est vraiment ce que tu as eu? J'ai hoché la tête. C'est là que j'ai remarqué que son téléphone s'est illuminé. Elle avait déjà envoyé un message à quelqu'un. Je n'y ai pas pensé sur le moment. Puis elle s'est penchée vers moi, eh bien, après tout ce que j'ai supporté pendant tes longues semaines de boulot, on devrait tous les deux en profiter, non? Avant même que je dise ce que j'avais prévu d'en faire, elle était lancée, ses yeux brillaient. On pourrait faire ce week-end spa dont je t'ai parlé, oh et j'ai vu ce sac de marque que je veux, il est en promotion, et tu peux m'emmener moi et les filles dans ce steakhouse chic, et on devrait réserver ce voyage à Cancun avant que les prix montent. Je suis resté là à écouter, mon repas refroidissant. Quand elle s'est enfin arrêtée, j'ai dit, en fait, je comptais remplacer la télé et ma chaise de bureau et mettre le reste de côté. Son sourire a disparu net. Les jours suivants ont été misérables. C'était comme vivre avec une étrangère. Tout ce que je faisais l'agaçait. J'enlevais mes bottes dans le couloir, pourquoi tu salis toujours partout? Je prenais des restes pour le déjeuner, t'es tellement radin. J'allais à la salle de sport, c'est bien de pouvoir penser à soi, hein? Elle a même arrêté complètement d'acheter les courses. Si je ne prenais rien en rentrant, le frigo restait vide. Un soir, je suis rentré et j'ai trouvé un seul carton de lait d'amande et un sachet de salade dans le frigo. Pas de viande, pas de, rien. Et c'était la même femme qui postait des photos de brunch 2 jours plus tôt. Ensuite ont commencé les comparaisons. Le copain de mon ami vient de lui offrir un voyage à Napa. Le mec d'Emma lui a acheté le nouvel iPhone. Pourquoi je dois toujours te demander les choses? Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai dit, je n'essaie pas de rivaliser avec ce que font les autres. Je m'occupe de ce qui est logique pour nous. Et à partir de là, je répondais brièvement. Inutile de débattre. Je ne suis pas là pour rivaliser avec des couples sur Instagram. Et ce qui m'a vraiment blessé, c'est que je n'ai jamais été radin avec elle. Chaque anniversaire, chaque fête, je m'assurais qu'elle ait quelque chose de spécial. Du parfum qu'elle aimait, des billets de concert, une nouvelle montre qu'elle regardait depuis un moment, j'ai même payé un week-end quelque part une fois juste parce qu'elle avait eu un mois difficile.
Je n'étais pas un grippe-sous accroché à son argent. Mais il y a une différence entre donner par amour et être censé financer le style de vie de quelqu'un. C'est là que j'ai tracé la ligne. Après environ une semaine comme ça, elle s'est assise face à moi, très sérieuse. Elle a dit, « Tu vas m'emmener à ce voyage, m'acheter le sac, et me traiter comme je le mérite, ou c'est fini. » Juste comme ça. Je l'ai regardée, je veux dire vraiment regardée, et j'ai vu quelqu'un que je ne reconnaissais plus, exigeante, sans gratitude, sans partenariat, juste moi en portefeuille sur pattes. Quelque chose s'est enclenché en moi. Je me suis levé, suis allé dans la chambre, j'ai pris ses valises du placard, j'ai commencé à faire ses affaires, plier ses vêtements, mis ses chaussures et son maquillage dans des sacs, j'ai pris mon temps. Elle me suivait en criant, me traitant de fou, sans cœur, de monstre. Je l'ai ignoré. À un moment, j'ai plié soigneusement un de ses pulls, j'ai souri un peu sans lever les yeux et j'ai dit, non, ça fait de moi un homme qui en a fini d'être utilisé. Ensuite je n'ai plus dit un mot, j'ai juste continué à ranger. Quand j'ai terminé, j'ai posé ses sacs près de la porte et je l'ai ouverte. Puis je l'ai refermée et verrouillée derrière elle. Je suis resté là une bonne minute après, sans trembler, sans colère, juste lucide. Je n'allais plus laisser personne, peu importe combien je tenais à elle, me traiter comme ça. Je me suis assis, j'ai envoyé un texto à mon propriétaire pour changer la serrure, puis j'ai commandé à manger, mis un film et mangé dans un silence total. Le meilleur repas que j'avais eu depuis des mois. Donc je pensais que c'était fini. Après l'avoir fait partir, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Mon chez-moi était à nouveau calme, le frigo rempli de ce que je voulais vraiment, plus aucune tension dans chaque pièce. Je me suis accordé quelques jours pour me remettre, j'ai repris le sport, fait des courses que je reportais depuis des semaines, j'ai même fait un gros ménage de l'appart. De mon point de vue, Eleanor allait rester chez des amis ou chez sa mère, se calmer, et passer à autre chose. Puis le téléphone a sonné, numéro inconnu. D'habitude je ne réponds pas à ces appels, mais j'attendais une réponse d'un fournisseur de pièces, alors j'ai décroché. Est-ce que je suis bien moi? Une femme a claqué, ouais, c'est qui? C'est Suzanne, la mère d'Eleanor. Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Et là, tout a commencé. Elle n'a même pas repris son souffle. Elle a dit que j'avais jeté Eleanor à la rue, que je l'avais laissée sans abri, le cœur brisé, sans aucun moyen de survivre, que je devrais avoir honte de moi après tout ce qu'Eleanor avait fait pour moi. Je suis resté calme, je lui ai dit qu'Eleanor avait une voiture, un emploi, et plein d'amis chez qui loger, que personne n'était sans abri. Suzanne ne voulait rien entendre. Elle a dit qu'Eleanor était dévastée et qu'elle lui avait tout raconté, que j'étais un homme égoïste et contrôlant qui avait utilisé Eleanor puis l'avait jetée comme une ordure une fois qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Je lui ai demandé franchement, est-ce qu'Eleanor lui avait aussi parlé de l'ultimatum qu'elle m'avait donné à propos de ma prime, en disant que si je ne la dépensais pas pour elle, elle me quitterait? Silence. Puis elle s'est remise à crier. Elle a changé de tactique. Elle a dit que si j'étais un homme aussi prospère, pourquoi je ne pouvais pas tout simplement aider Eleanor davantage, que j'aurais dû l'aider à payer ses mensualités de voiture, peut-être même régler sa carte de crédit pour qu'elle puisse se remettre sur pied. Je jure que j'ai dû m'agripper au plan de travail pour rester ancré. Le sentiment de droit ne venait pas seulement d'Eleanor, c'était de famille. Je lui ai dit poliment que je n'étais pas responsable des habitudes de dépenses ou des dettes de sa fille. J'ai ajouté qu'Eleanor avait vidé ma patience et ma bonne volonté, pas mon portefeuille. Puis Suzanne a dit la phrase qui a tout scellé pour moi, vous lui devez une compensation pour tout le stress émotionnel que vous lui avez causé. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Je pensais que ce serait fini. Non. Le lendemain, Eleanor a commencé à m'envoyer des textos, d'abord en colère, de longs paragraphes sur à quel point j'étais sans cœur et que j'avais ruiné sa vie, puis c'est devenu des tentatives de culpabilisation, je pensais que tu étais différent, je pensais que tu m'aimais, suivi de supplications, s'il te plaît, laisse-moi juste revenir et on peut arranger ça. Je n'ai pas répondu, je l'ai bloqué aussi. Ensuite, silence radio pendant environ une semaine. Je me suis dit que peut-être le message était enfin passé, qu'elles avaient trop honte pour aller plus loin après leur petite tentative ratée. Mec, si seulement. Les gens comme ça ont souvent besoin d'un public. Si tu leur donnes le silence, ils perdent de l'élan. Pendant environ une semaine, ça semblait être vrai. Pas d'appel, pas de texto, pas de drame. J'ai repris le boulot, concentré sur le prochain projet, nettoyer le terrain pour un nouveau complexe commercial. Longue journée sur le bulldozer. Ce genre de travail te vide la tête.
Tu rentres chez toi épuisé, mais c'est une bonne fatigue, celle où tu sais que tu as mérité ton salaire. 2 ou 3 soirs de suite, je suis rentré, j'ai cuisiné un steak avec du riz, j'ai mis mes pieds en hauteur. C'était la première fois depuis des mois que mon appartement me semblait à nouveau vraiment à moi. Pas de remarques passives-agressives sur le fait que je fais toujours des plats ennuyeux ou des « pourquoi on ne commande pas à emporter comme les couples normaux ?» Juste du calme. Mais le calme n'a pas duré. Ça a commencé par des petits trucs. Quelques amis de la salle de sport m'ont envoyé des messages, disant qu'ils avaient entendu des trucs à propos d'Eleanor et moi. Un pote, Tom, a été direct, et mec, je veux pas me mêler, mais c'est vrai que tu l'as bousculée quand elle est partie? J'étais stupéfait. J'ai dit que c'était absolument faux, je lui ai raconté ce qui s'était vraiment passé. Tom me connaît, il m'a cru. Mais ça m'a dit une chose très clairement, Eleanor était là dehors à raconter des conneries. Je n'ai rien dit au début, je n'ai rien posté publiquement, je ne me suis pas défendu. Les gens qui me connaissent savent mieux. Puis la convocation au tribunal est arrivée. Au début, j'ai cru que c'était une arnaque. Puis j'ai relu plus lentement. Eleanor avait porté plainte. Elle disait que je l'avais agressée en la mettant dehors. J'ai eu l'estomac noué pendant une bonne heure. Je suis resté assis sur le canapé, la lettre en main, repassant chaque seconde de cette nuit. Je ne l'avais pas touchée, je le savais. Mais le savoir et le prouver devant un tribunal sont deux choses bien différentes. J'ai appelé un ami dont le cousin est avocat. Il m'a mis en contact avec un bon type, un mec plus âgé, qui avait tout vu. On s'est rencontrés le lendemain. Je lui ai tout expliqué, chaque détail. Il a écouté, puis il a dit que ce genre d'affaires pouvait vite partir en vrille. Tu as bien fait de rester calme. Mais sans preuve concrète, c'est sa parole contre la tienne. J'ai demandé pour les caméras. J'avais des caméras extérieures, mais rien à l'intérieur. Il a secoué la tête. Sans enregistrement, ils vont se baser sur les témoignages et la crédibilité. Et c'est là que ça devient compliqué. Tu vois, cette nuit-là, il y a eu un moment qu'Eleanor pourrait exploiter. Je faisais ses bagages, je passais d'une pièce à l'autre, à un moment, j'ai pris son gros sac de sport posé sur le lit. Eleanor s'est jetée dessus, a attrapé la sangle, a trébuché et s'est cognée contre la commode. Je ne l'ai même pas remarqué tout de suite. J'ai juste continué à ranger. Plus tard, j'ai vu qu'elle avait une marque rouge sur le bras. J'ai supposé que c'était à cause de la sangle et de sa chute. Apparemment, c'est sur ça qu'elle base toute son histoire. La fois d'après, elle poste des photos de la marque sur Internet. De longues légendes parlant de violence, de peur, tout ce baratin. Des photos recadrées pour que ça paraisse bien pire que ce que c'était. Mon avocat m'a dit de ne rien dire. Alors je n'ai rien dit. J'ai attendu, rassemblé ce que je pouvais, textos, photos, tout ce qui pouvait montrer comment la rupture s'était vraiment passée. Mais rassembler des preuves n'était pas facile. Les textos montraient juste que l'ambiance était tendue, pas assez pour m'innocenter. Ma sœur Megan est venue ce soir-là. On s'est assis à la table de la cuisine, explorant toutes les options. Et Clara, a-t-elle proposé? Elle était là pendant la rupture. Peut-être qu'elle sait qu'Eleanor ment. Ça valait le coup. On l'a toutes les deux contactée, appel, texto, même un message privé sur Instagram. Megan a essayé la voix amicale d'abord. Écoute, c'est sérieux. Si tu sais la vérité, c'est le moment de parler. Ne laisse pas Eleanor l'entraîner là-dedans. Clara a vu les messages, elle a même répondu une fois, je ne veux pas m'impliquer. C'est tout. Après ça, plus rien. Elle ne répondait plus à nos appels, ignorait tous les messages. Je ne vais pas mentir, ça m'a vraiment atteint. J'étais là, assis avec ce sentiment nauséeux, en sachant que les mensonges d'Eleanor allaient être entendus devant un tribunal, et que la seule personne qui aurait pu les faire tomber avait choisi de se taire. Le jour de l'audience, je suis arrivé en avance, chemise propre, jean, bottes de travail, assis avec mon avocat, en attente. Eleanor est entrée avec sa mère et quelques amis, grand spectacle, vêtements sombres, cheveux attachés, pas de maquillage, comme si elle jouait un rôle. Elle a pris la parole à la barre et en a rajouté une couche, voix tremblante, larmes, parlant de la peur qu'elle aurait ressentie cette nuit-là, disant que je l'avais attrapée, poussée contre la commode, hurlée au visage, une pure invention. Je suis resté impassible, mon avocat m'a soufflé de rester calme, qu'on aurait notre tour. Quand ce fut le mien, j'ai raconté ma version, claire et directe. J'ai dit que je ne l'avais jamais touchée,
expliqué que je faisais ses valises, qu'elle avait trébuché en tentant de saisir un sac, ce qui avait causé la marque. Puis vint le temps des témoins. L'ami d'Eleanor, Nicolas, a pris la parole, a confirmé chaque mot, comme s'ils avaient répété ensemble, récit identique. Elle a dit avoir reçu un appel paniqué d'Eleanor cette nuit-là, qu'elle semblait brisée et effrayée. Toute l'histoire puait le mensonge, mais elle tenait bon. Ça ne sentait pas bon. Le juge semblait enclin à les croire. Pas de vidéo, aucun témoin neutre, juste ma parole et quelques photos qui donnaient une image déformée. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Juste avant que le juge ne prenne la parole, ma sœur Megan, venue me soutenir, m'a attrapé le bras et m'a chuchoté rapidement, « Cathy vient de m'envoyer un message, regarde ton téléphone maintenant. » Cathy est l'une de ses amies. Il se trouve qu'elle était dans un groupe de discussion avec Clara, l'autre amie d'Eleanor. Clara avait enfin craqué. Elle avait envoyé un long message disant qu'Eleanor avait tout inventé, et les avait forcés, elle et Nicolas, à mentir au tribunal. Cathy en avait fait une capture d'écran et l'avait envoyée à Megan. Mon avocat a vu ça, s'est levé aussitôt, a demandé au juge d'admettre cette preuve tardive et de suspendre l'audience. Le juge a pris une pause pour examiner les éléments. À notre retour, il ne s'est pas éternisé. Il a rejeté l'affaire, disant qu'il y avait des preuves évidentes de manipulation et de faux témoignages. Quand je me suis levé pour partir, Eleanor a bondi, la voix tremblante, en criant « Ce n'est pas fini ». Je ne me suis pas arrêté, j'ai juste dit assez fort pour que toute la salle entende « Alors tu devrais parler à ton avocat, pas à moi ». Je suis sorti libre de ce tribunal, mais pas indemne. Parce que voilà le truc, quand quelqu'un essaie de détruire ta vie comme ça, les dommages restent. Légalement, j'étais blanchi, mais la confiance, la tranquillité d'esprit, ça prend du temps à revenir. Oui, sortir du tribunal m'a fait du bien, ne me méprenez pas, voir l'affaire rejetée comme ça, savoir que l'ami d'Eleanor m'avait sauvé presque par accident, c'était un énorme soulagement. Mais ce n'était pas une victoire. Pas vraiment. Quand quelqu'un est prêt à mentir sous serment et à vouloir t'anéantir, tu ne te dis pas « Ouf, c'est terminé ». Tu te dis « Et maintenant ?» Parce que les gens comme ça ne s'arrêtent pas après un échec. Ils redoublent d'efforts. Alors c'était là où en était ma tête. Je suis rentré directement chez moi après le tribunal. La première chose que j'ai faite, changer tous mes mots de passe en ligne, banque, service public, email, plateforme de streaming, tout. J'ai même réinitialisé mes questions de sécurité. On ne sait jamais à qui ils ont parlé, ni quelles infos ils ont récoltées. Ensuite, j'ai appelé mon propriétaire pour faire changer les serrures. Ça m'a coûté un peu, mais ça valait chaque centime. La tranquillité d'esprit, c'est inestimable quand tu as quelqu'un de dérangé qui rôde autour. J'ai aussi installé une autre caméra dirigée vers ma place de parking. J'en avais déjà une pointée vers la porte, mais mieux vaut prévenir que guérir. Les jours suivants ont été calmes, presque trop calmes. J'allais bosser, je rentrais chez moi, je gardais la tête basse. Les gars au boulot avaient entendu certaines choses, ils me soutenaient, mais certains blaguaient, « Mec, tu devrais dormir avec un œil ouvert. » Ouais, pas une blague. Puis la première attaque est arrivée. Un matin, je suis sorti de mon immeuble pour aller bosser. Le soleil venait de se lever, et là, je l'ai vu. Mon camion rayé de fond en comble, profond, délibéré, des griffures qui partaient de l'aile avant-conducteur jusqu'à l'arrière. Ce n'était pas l'œuvre d'un gamin au hasard. C'était lent et personnel. On pouvait voir où la personne avait appuyé plus fort à certains endroits. Une voisine du 2e étage qui fumait dehors m'a interpellé, et « T'as mis quelqu'un en colère ?» Je l'ai regardé, j'ai demandé pourquoi. Elle a dit qu'elle avait vu une femme rôder près du parking tard la nuit précédente, blonde, petite, elle marchait en rond. Pas besoin de deviner qui c'était. J'ai déposé une plainte. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais il fallait que ce soit noté. L'assurance, c'était un cauchemar, mais a fini par couvrir la plupart des réparations. J'ai quand même dû payer une franchise. Ensuite, j'ai appelé mon avocat, je lui ai envoyé les photos et le témoignage de la voisine. Puis, autre coup tordu. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un débit étrange sur ma carte. Une boîte d'abonnement à des produits bien-être. 300 $, débité d'un coup. Jamais commandé un truc pareil. J'ai appelé la société. Après de longues discussions, ils m'ont dit que la commande avait été faite avec mon nom et mon adresse, mais à partir d'un email que je ne connaissais pas. Les informations de facturation étaient liées à mon ancienne carte,
celle qu'Eleanor avait utilisée une fois pour commander des courses en ligne, il y a longtemps. J'ai contesté la charge, fourni les preuves, et j'ai fait geler la carte. L'entreprise a reconnu que c'était une fraude et a dit qu'elle allait poursuivre la titulaire du compte. Je parie que ça a été un appel intéressant quand ils ont fait le lien. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ensuite est venue la tentative avec l'appartement. Mon agent de location m'a appelé un mardi au hasard, m'a dit que quelqu'un avait téléphoné au bureau en prétendant être ma fiancée, disant qu'il y avait une urgence familiale et qu'elle avait besoin d'un accès immédiat à l'appartement parce que j'étais bloqué hors de l'état. Heureusement, l'agent a senti que quelque chose clochait. Il a dit que la femme était devenue agitée quand on lui a demandé des informations de vérification. Ils ont mis fin à l'appel, ont signalé le compte. J'ai déposé un autre rapport à la police, juste pour avoir le dossier bien complet. À ce stade, je ne dormais plus très bien. Chaque fois que mon téléphone vibrait ou qu'on frappait à la porte, je me tendais en attendant la prochaine attaque. J'ai encore renforcé la sécurité. J'ai payé pour ajouter une surveillance en temps réel à mes caméras. J'ai tenu au courant les amis et la famille de confiance, pour que personne ne soit pris au dépourvu par des messages inattendus. Et oui, j'ai tout documenté, capture d'écran, journaux d'appel, factures de réparation, email, tout. S'il fallait monter un dossier pour harcèlement, j'étais prêt. Tu veux la vérité? Le pire ce n'était pas le camion, ni l'abonnement frauduleux, ni même la tentative d'usurpation pour l'appartement. C'était de savoir que c'était personnel. Eleanor ne voulait plus d'argent. Elle ne voulait même plus revenir avec moi. Ce qu'elle voulait, c'était s'assurer que je paie. Pour l'avoir embarrassée. Pour m'être opposé à elle. Pour avoir refusé de jouer le rôle qu'elle avait écrit pour moi. C'est ce que font les gens comme elle. Quand ils ne peuvent plus te contrôler, ils essaient de te détruire. Je n'allais pas lui donner cette satisfaction. J'en avais fini de jouer en défense. Tu peux te faire poignarder un certain nombre de fois, puis tu arrêtes d'esquiver et tu ripostes. J'ai rappelé mon avocat, lui est tout exposé, les dommages au camion, la fraude sur la carte de crédit, la tentative d'usurpation. Je lui ai montré les vidéos de la caméra où on voit Eleanor rôder près de ma place de parking. J'ai eu de la chance, la nouvelle caméra avait capté une partie de son visage sous la capuche. Le témoignage de la voisine a aidé aussi. L'avocat a hoché la tête, elle veut que ce soit personnel, très bien, rendons ça légal. On a déposé une demande d'ordonnance restrictive, d'abord. Pour harcèlement, dégradation de biens, fraude financière. On avait assez d'éléments pour qu'elle soit accordée rapidement. Le juge a approuvé une ordonnance restrictive temporaire immédiatement, avec une audience complète prévue ensuite. Ça voulait dire qu'Eleanor avait désormais l'interdiction légale de me contacter ou de s'approcher de chez moi ou de mon lieu de travail. Ça a dû lui faire peur. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message vocal. La voix d'Eleanor tremblait, je ne voulais pas ça d'accord, j'étais en colère, s'il te plaît ne va pas au tribunal, je paierai pour le camion, je ferai ce que tu veux, mais ne me ruine pas. Je n'ai pas répondu. J'ai transmis le message à mon avocat. À l'audience suivante, le juge n'avait plus aucune patience. Il a prolongé l'ordonnance restrictive, a ordonné qu'elle paie pour les réparations du camion et couvre mes frais juridiques. Elle a tenté de pleurer pour attendrir le juge, mais ça n'a pas pris. Je n'ai pas souri, je n'ai pas jubilé, j'ai juste fait réparer mon camion et je suis passé à autre chose. Étape suivante, préparation du procès civil. On a rassemblé tous les préjudices, franchise de la réparation du camion, la charge frauduleuse, les jours de congé pris pour gérer tout ça, les frais juridiques. On a tout additionné, tout classé. Je ne bluffais pas. Si elle voulait une guerre, j'étais prêt à brûler le pont complètement. Et là, ça a explosé. Pendant que je construisais mon dossier, Eleanor n'était pas restée inactive. Elle s'activait aussi, en ligne, racontant tout et n'importe quoi. Ma sœur Megan m'a envoyé des captures d'écran. Une publication complète sur ses réseaux sociaux, parlant de survivre à des abus, de se battre, de sensibiliser les gens. Aucun nom cité, mais tous les détails étaient reconnaissables. Photo de sa tenue au tribunal, cliché recadré de la marque rouge issue de l'incident inventé, des tonnes de hashtags. Pire encore, elle avait des amis et des connaissances communes qui partageaient ça. Certaines la croyaient. D'autres ne savaient plus quoi penser. C'est là que j'ai décidé de passer en mode public complet. J'ai demandé à mon avocat de rédiger une déclaration. Sèche, factuelle, bétonnée. Elle résumait le rejet de l'affaire au tribunal, le message de Clara prouvant la fausse accusation,
l'ordonnance restrictive désormais en place. Ensuite, je l'ai posté partout où Eleanor avait posté les siennes. Je l'ai envoyé dans les mêmes groupes de discussion où je savais qu'elle menait sa campagne de dénigrement. J'y ai joint la capture d'écran du dossier de tribunal montrant le rejet, le message de Clara avec les noms masqués mais clairs, une copie scannée de l'ordonnance restrictive. Puis je me suis déconnecté. J'ai dit à mes amis et à ma famille, si quelqu'un demande, dites-lui de lire. Si quelqu'un veut débattre, dites-lui que les preuves légales sont publiques. Je n'allais pas me battre dans les commentaires. J'avais une vraie vie à vivre. Les retombées ont été brutales pour elle. En moins de 24 heures, le message de Clara a commencé à circuler partout. Les amis communs ont changé de camp, même Nicolas, sa plus fidèle défenseuse, a discrètement supprimé ses publications en soutien à Eleanor. Eleanor a essayé de redoubler d'efforts, a posté un long message sur la culpabilisation des victimes et les campagnes de diffamation, mais à ce moment-là, trop de gens avaient vu la vérité. La mère d'Eleanor a tenté d'appeler mon avocat. Elle a laissé un long message vocal disant que j'avais ruiné l'avenir de sa fille et que je devrais avoir honte. L'avocat me l'a transféré avec une seule ligne, ne réponds pas. Ce n'était pas prévu. Dernière étape, le procès civil. On a déposé plainte, pas pour une fortune, juste assez pour marquer le coup et couvrir mes frais. Le but n'était pas de la ruiner. Le but, c'était d'envoyer un message clair. On ne peut pas essayer de détruire quelqu'un et s'en sortir sans conséquence. Son avocat a essayé de conclure rapidement. Nous avons convenu de conditions incluant des excuses écrites officielles, le remboursement intégral des dommages, et un accord stipulant que si elle violait à nouveau l'ordonnance restrictive, nous porterions l'affaire au pénal. Le procès n'a pas seulement servi à envoyer un message. Il a aussi permis de faire tomber les masques de tous les faux soutiens. Juste après le dépôt de la plainte, les vautours ont recommencé à tourner. Quelques anciennes amies d'Eleanor, celles qui n'avaient pas osé me contacter lors de la première vague, sont soudainement réapparues, message privé après message privé, des trucs du genre « Allez mec, c'est un peu trop non. Elle a déjà assez souffert, tu détruis sa réputation, lâche l'affaire. » Je les ai toutes ignorées. Ce navire avait coulé au moment même où elle avait essayé de me faire tomber au tribunal. Mais un message s'est démarqué. Il venait d'un gars nommé Brandon, un mec de la salle de sport qu'Eleanor fréquentait avec son groupe. Je l'avais repéré dès le début, je ne lui avais jamais fait confiance. Maintenant, il m'envoyait un long message bien alambiqué disant qu'elle avait changé et que tout le monde méritait une seconde chance. Une seconde chance après ce qu'elle avait fait? Pas dans cette vie. Mais cela m'a appris quelque chose d'utile, Eleanor n'en avait pas fini. Elle continuait de faire tourner sa version des faits en coulisses, essayant de rassembler sa petite troupe pour une autre tentative. Ça m'a juste donné encore plus envie de rester vigilant. Pendant ce temps, le procès civil suivait son cours habituel, retard de paperasse, déposition, mais mon avocat était une machine, il ne ratait rien. Chaque nouvel élément qu'on trouvait était ajouté au dossier, chaque ancien texto, chaque tentative de contact était documentée. Eleanor a fini par répondre par l'intermédiaire de son avocat. Elle voulait un arrangement à nouveau, cette fois en suppliant pour la confidentialité. Traduction, elle ne voulait pas que les excuses écrites deviennent publiques, elle ne voulait pas que le procès soit enregistré là où de futurs employeurs pourraient le voir. J'ai dit à mon avocat clairement, aucun accord sans les excuses. Elle ne s'en sortirait pas sans assumer. Les semaines suivantes ont été tendues. Silence pesant. Pas d'appel, pas de coup à la porte, plus de rayures sur mon camion. Mais on pouvait sentir la tension dans l'air. J'étais prudent aussi. J'ai changé un peu ma routine, me suis garé à des endroits différents, j'ai surveillé mon rétroviseur en conduisant. Pas paranoïaque, juste prudent. Parce que la dernière chose que je voulais, c'était d'être à nouveau pris au dépourvu. Puis est arrivé le coup de théâtre, mais pas venant d'elle, venant de son ex-petite amie. Un soir, environ 2 mois après le début du procès civil, je reçois un message privé d'un compte inconnu, sans nom, sans photo de profil, juste un message, « Mec, tu ne me connais pas, mais tu dois savoir ce qu'Eleanor dit sur toi. Je suis sorti avec elle avant. Je pensais que tu devrais voir ça. » Il y avait des captures d'écran en pièces jointes, plein de captures, des groupes de discussion, des messages privés, même des mémos vocaux. Dedans, Eleanor se vantait de vouloir me donner une leçon, disait qu'elle connaissait le système, qu'elle pouvait pleurer et s'en sortir à chaque fois. C'était de l'or. Pas seulement parce que ça appuyait mon dossier, mais parce que ça montrait l'intention. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. C'était une attaque préméditée.
En lisant ces messages de son ex, je me suis demandé combien de fois elle avait déjà fait ça. Je n'étais pas sa première cible. Et je ne serais probablement pas la dernière. C'était ça, le plus effrayant. Ce n'était pas un coup de colère isolé, c'était un schéma. Mon avocat s'est illuminé en voyant ça, a dit que ça renforçait tout. On a ajouté ces preuves au dossier. Et c'est là que le camp d'Eleanor a cédé. Soudain, une nouvelle proposition est arrivée, remboursement complet des dommages, frais juridiques, excuses écrites, sans aucune clause de confidentialité. J'aurais pu exiger plus, j'aurais pu l'écraser pièce par pièce devant le tribunal, mais à ce moment-là, je voulais juste en finir. Alors on a accepté. J'ai reçu le chèque. J'ai eu les excuses rendues publiques, signées avec une formulation qui blanchissait entièrement mon nom. Je l'ai publié une fois, je l'ai épinglé sur mon profil, puis je suis passé à autre chose. Eleanor a disparu d'Internet juste après. Apparemment, elle a déménagé dans un autre état pour recommencer ailleurs. Parfait. Qu'elle recommence ailleurs. Qu'elle ne ramène jamais ce poison près de moi. Maintenant, des mois plus tard, j'ai une perspective que je n'avais pas avant. Ma vie est plus calme. J'ai remplacé mon camion, nouvelle peinture, meilleur système d'alarme. Mon appartement redevient un vrai foyer. Je fréquente quelqu'un de nouveau, rien de sérieux encore, mais elle est saine. Je reste vigilant. Les gens comme Eleanor ne restent pas toujours au sol. Mais si elle essaie encore, je suis prêt. Preuve légale, limite ferme, zéro tolérance. Est-ce que je regrette quelque chose? Oui. Je regrette de ne pas avoir vu clair en elle plus tôt. Je regrette d'avoir laissé la situation aller aussi loin. Mais j'ai appris. Et la prochaine fois que quelqu'un m'imposera ses exigences ou ses manipulations, je ne les ignorerai pas. Si tu lis ceci et que tu as affaire à quelqu'un qui franchit les limites, n'attends pas, documente tout. Protège-toi. Et quand le moment vient, n'aie pas peur d'aller au clash total. Parfois, c'est le seul langage qu'ils comprennent.